Au milieu des années 2000, suite à des attentats à Madrid, à Londres et à Amsterdam, 2004-2005, deux choses changent au niveau stratégique et politique. Tout d'abord, on commence à parler d'un ennemi intérieur, contrairement à un ennemi extérieur qu'on avait aux attentats du 11 septembre, puisque ces attentats avaient été perpétrés par des personnes ayant grandi en Europe. Première chose. Deuxième chose, il s'agit d'un véritable changement paradigmatique parce qu'on a commencé à se dire on ne peut plus se permettre d'attendre que l'attentat survienne, mais on doit agir en amont. On doit prévenir, on doit intervenir même avant la préparation de l'attentat, au moment où une personne commence à se radicaliser, donc à adopter des idées, des attitudes, des visions du monde qui pourraient l'amener à commettre un attentat un jour. En d'autres mots, pour reprendre les termes de Lucia Zedner que nous avons mentionnés avant, nous faisons face à un décalage temporel, à un glissement préventif, et ce décalage temporel sert à prévoir et à prévenir ce qui ne s'est pas encore produit et ne se produira peut-être jamais. Et je tiens à le rappeler, la notion de terroriste potentiel, terroriste en devenir, n'est pas empruntée à un roman orwellien. Il s'agit bel et bien d'un terme inscrit dans la loi, et ce, après une votation populaire. C'est la loi sur, comment ça s'appelle? C'est la LMPT, mais la loi dans laquelle elle s'inscrit, c'était sur la sécurité intérieure. Donc la loi sur les mesures liées à la sécurité intérieure. Voilà. Et ce glissement préventif, ou préventionniste, si nous voulons faire allusion à l'idéologie qui est derrière ce changement stratégique, politique, voire paradigmatique, entraîne donc le développement de toute une série d'instruments, d'acteurs et de pratiques. Ces instruments vont du hard power au soft power, qu'on ne voit plus maintenant parce que j'ai plus... En fait, je vous explique. J'avais une bordure ici qui était en rouge et en fait, le texte, il était en blanc, mais on ne le voit pas maintenant. Mais imaginez qu'il y a un soft power ici à gauche, dans une véritable approche whole of society. On y trouve des instruments traditionnels, tels que les mesures, les instruments militaires de contre-insurrection, des mesures pénales et administratives, comme par exemple aussi des interdictions d'entrée, des expulsions ou les mesures policières préventives de lutte contre le terrorisme, donc des mesures préventives dures, ainsi que des mesures de renseignement, de détection de la menace, et enfin des mesures de prévention dites molles, liées à l'extrémisme violent, à la prévention de la dite radicalisation. Notre argument consiste à dire ou à souligner que ces instruments ne fonctionnent pas de manière isolée, mais qu'ils forment partie d'un tout et qu'ils sont liés par l'aspiration in fine de prévenir l'attentat, comme on l'a dit avant. Donc une logique qui transpire les actions de chacun des acteurs impliqués, qu'ils soient ici du domaine sécuritaire ou du domaine socio-préventif. Et cette logique, elle prend la forme d'un pouvoir, le pouvoir contre-terroriste. Ce glissement pré-criminel dont nous parlons dans ce numéro et dans cette littérature en général, alimenté et traversé par ce pouvoir contre-terroriste, comporte des enjeux. Et les recherches ont permis de soulever trois types d'enjeux. Tout d'abord, des risques pour la sécurité juridique. Les régimes d'exception et les logiques du tout sécuritaire s'imposent au détriment des droits fondamentaux et humains en mettant en péril le maintien des principes de l'état de droit. Deuxièmement, la volonté de prévenir l'attentat de plus en plus en amont a pour conséquence que les logiques sécuritaires s'étendent à des domaines qui sont a priori non sécuritaires. L'école, le travail auprès des jeunes, les services sociaux, les bureaux d'intégration, etc. Enfin, la stigmatisation. Le fait que depuis une vingtaine d'années, le risque terroriste est étroitement lié dans l'imaginaire collectif et dans les discours publics également à des groupes d'obédience islamiste, donc qui placent leurs actes de violence dans un registre religieux islamique, fait que cette volonté de prévenir se concentre sur les actes, les comportements, les attitudes, les propos, les styles de vie et les croyances des communautés musulmanes. Et cela entraîne des pratiques différentielles. Et ces enjeux sont le produit plus ou moins immédiat
et peut-être inévitable du glissement précriminel que nous observons depuis un moment. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que si on veut prévenir tellement, si nous sommes tellement dans ce hyperpréventionnisme, ces trois effets sont quelque part inévitables. Et pourquoi alors nous parlons d'apathie dans le titre également? C'est parce que les pratiques qui ont été légalisées, normalisées et renforcées au cours des 2 dernières décennies, elles comprennent la suspectification, la criminalisation et enfin l'élimination de tout ce qui est perçu comme potentiellement favorisé que le risque terroriste se matérialise. Et parce que ce risque est lié à la contestation virulente d'un statu quo, perçu comme étant injuste, le pouvoir contre-terroriste promeut in fine une forme d'apathie. Parce que le chemin le plus sûr pour éviter la confrontation avec le pouvoir contre-terroriste, donc éviter la suspectification, la criminalisation, l'élimination, c'est l'apathie. Et ainsi, le pouvoir contre-terroriste a des impacts délétères sur l'engagement citoyen, sur le sentiment d'appartenance et sur les possibilités de contestation politique. Avec un peu de recul, force est donc de constater que cet instrument, ce pouvoir contre-terroriste, est extrêmement puissant. Et c'est pourquoi il est impératif qu'en tant que chercheuses et chercheurs, en tant que praticiennes et praticiens, et en tant que citoyennes et citoyens, nous fassions preuve de vigilance, d'esprit critique et de résistance quand celle-là s'avère nécessaire.